Bonsoir à tous. À la une de ce journal, il s'engage encore dans la course à la présidentielle prévue le 7 octobre 2018. Garga Amanadi et Adamu Ndamjoya ont fait acte de candidature à Elekam. Par contre, Anissé Ekane se déclare non partant après plusieurs échecs au scrutin antérieur. Dans ce chapitre politique, vous verrez comment la candidature de Paul Biya, président de la République depuis une trentaine d'années, suscite une vague de réactions au sein de l'opinion publique internationale. Enquête exclusive à suivre ce soir sur des fréquentations peu orthodoxes des femmes chez les tradis praticiens. Une séance de guérison qui a viré au drame. Une femme littéralement calcinée est décédée. Sa famille est bouleversée. Le phénomène est grandissant sous le regard impuissant des autorités administratives. Vous suivrez des témoignages troublants dans ce journal. Où en est-on avec l'épidémie de choléra? Malgré les assurances du gouvernement, cette épidémie avance à grands pas. Après le Nord et la capitale Yaoundé, Douala est désormais frappé en son cœur. Nous ferons le point dans le chapitre santé du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ils sont des dinosaures de la politique. Adamu Ndamjoya et Garga Amanadi ont fait acte de candidature à Elekam. Un 9e postulant a également déposé son dossier de candidature à cette élection présidentielle prévue le 7 octobre 2018. Il s'agit de Koum Anne Imis du bilingual Yaoundé Political Party. On fait le point avec Élisée Bogba et Ike Cyril. Garga Aman Adji n'a pas envoyé ses émissaires. Le président de l'Alliance pour la démocratie et le développement, ADD, en personne, est allé déposer son dossier de candidature à Elekam. Pour sa énième tentative, Garga Aman Adji se présente comme le candidat de l'intégrité et de l'efficacité, de la compétence et de l'expérience, de la vérité et de la justice. Comme Garga Aman Adji, Koum Ane Ihims n'a pas eu besoin de se faire représenter. Le président du bilingual Yaoundé Political Party, Biya Party, a lui-même porté son dossier de candidature à Elekam. La commission Elekam a bien accueilli et je pense que si le pays peut quand même continuer comme ça, avec ce rythme, on va aller loin, on va aller très loin dans la démocratie. Nous sommes quand même à une situation, ce moment du pays, qu'il se faut une commission comme ça, bien compréhensive, bien à l'heure, donc pour quand même encourager les Camerounais tout entiers, sur le territoire entier aussi. Comme par le passé, Amadou Ndamjoya est à nouveau candidat à la présidentielle. Le dossier de candidature du président de l'Union démocratique du Cameroun, UDC, est présenté à Elekam par Mongwat Amadou, secrétaire national à la communication du parti. Nous sommes mandataires du Dr Adamu Ndamjoya, le président national de l'UDC. Et comme vous avez constaté, nous venons de déposer sa déclaration de candidature. C'est déjà quelque chose d'avoir pu déposer à temps, mais ce n'est que la première étape. Nous disons tout simplement que après la publication définitive des candidats, ce sera une autre manche qui va commencer. À quelques heures de la clôture des opérations, 9 dossiers de candidature ont déjà été déposés à Elections Cameroun. Un 10e dossier pourrait atterrir sur la table d'Elekam dès demain en après-midi. C'est du moins ce qu'annoncent des proches de Joshua aussi, candidat SDF à l'élection présidentielle. Il pourrait être en compagnie du président et chairman du SDF, Ni John Fundi, pour un dépôt de leur dossier de candidature demain, mercredi, du côté de Douala. Il était candidat à l'élection présidentielle en octobre 2011. Cette année, 2018, il a jeté l'éponge. Anissé Ekane se déclare non partant à cette élection présidentielle. Serait-ce la caution de 30 millions de francs CFA qui décourage plus d'un postulant? Élément de réponse dans ce reportage de François Dikoumé et Kediara. Anissé Ekane ne sera pas candidat à la présidentielle de 2018.
C'est au cours d'une conférence de presse donnée à Douala que ce membre fondateur du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Manidem, a lâché l'information. Pour lui, le pays étant en état d'instabilité profonde, l'on gagnerait à chercher des solutions pour l'en sortir. Nous avons dit depuis des mois que 1000 élections aujourd'hui ne valent pas la solution politique et durable de la crise anglophone. Et que, au vu de ce qu'on voit, les intentions, les motivations, les objectifs de la plupart des candidats ne nous incitent pas à rentrer dans ce cafouillis. En lieu et place de ce qu'il appelle contribution à la défaite des autres candidats de l'opposition, il propose. C'est pour ça que nous avons adopté une autre posture, à savoir utiliser cette campagne pour éclairer l'opinion sur les enjeux de l'heure. Utiliser cette campagne pour disqualifier ceux qui n'y sont pas pour l'intérêt du Cameroun et permettre à ce qu'au moins à la sortie de la campagne électorale, la Cameroun soit plus édifiée sur les intentions, les orientations, les motivations des uns et des autres. Au sujet de la candidature du président Biya, il rappelle une position défendue depuis de nombreuses années déjà. En lui disant que la respiration démocratique au sein d'un parti qui gouverne le pays est de nature à faire bouger les lignes et que c'était bien pour le pays qu'il ne soit pas candidat. Que ceux qui le poussent à être candidat n'ont peut-être pas tous les intentions nobles vis-à-vis de notre pays. Mais ne pouvant l'empêcher, lui tout comme aucun autre candidat d'ailleurs, de poser sa candidature, il en appelle à la clairvoyance des électeurs. Nous nous battons pour que, au lendemain de la prestation du serment de celui qui soit président, lui ou un autre, la situation de ce pays, au moins au niveau de la clarification politique, avance. Parce qu'on est dans le flou le plus complet au niveau des programmes des uns et des autres. La seule chose qui les lie, c'est Biya must go. Et voyez-vous, ça date de 90. Ça ne suffit plus pour mobiliser les Camerounais. Cette sortie d'Anissé Ekane apparaît comme une sorte de rétropédalage pour plus d'un, lui qui, en réponse à Dieudonné Yebga, le président en exercice du Manidem, avait déclaré il y a quelques mois qu'ils prendront part à toutes les élections qu'organiserait le pays en 2018. Aujourd'hui, l'ancien candidat de 2011 sous la bannière du Manidem jette l'éponge pour la présidentielle de cette année. Dans le reste de l'actualité, le grand maître de l'ordre souverain de Malte a été reçu en audience cette mi-journée au palais de l'Unité à Yaoundé. Le chef de l'État et lui ont discuté durant près d'une heure. Et juste avant ce tête-à-tête, il a reçu le titre de docteur honoris causa de l'Université de Yaoundé 1. La relation entre l'ordre souverain de Malte et le Cameroun sont au beau fixe, notamment dans le cadre de la prise en charge médicale des Camerounais. Cette institution de droit international se consacre essentiellement aux activités humanitaires dans les plus de 20 pays où elle intervient, dont le Cameroun. À l'actif de cette coopération agissante, on peut citer la construction de la léproserie de Mokolo, à l'extrême nord, la réhabilitation en 2000 de l'hôpital Saint-Jean de Malte de Ndiombe, dans la région du littoral. Et que dire du financement des soins et de la prise en charge des malades du cancer, de la distribution régulière de médicaments à une centaine de dispensaires confessionnels et publics. Autant d'actions humanitaires qui renforcent l'axe Yaoundé, palais magistral de Malte. Et c'est tout logiquement que le grand maître Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto va mettre à profit son séjour en terre camerounaise pour visiter certaines réalisations de son institution.
Lui, le 80e grand maître de l'ordre, élu par le Conseil complet d'État le 2 mai 2018. C'est en 1985 qu'il devient membre de l'ordre souverain de Malte et prononce ses vœux perpétuels en 1993. Bon à savoir, le siège de l'ordre souverain de Malte est à Rome. Il entretient des relations diplomatiques avec 106 États dans le monde et dispose du statut d'observateur à l'ONU. Cet ordre est neutre, impartial et apolitique. Néanmoins, il peut agir en tant que médiateur au cas où un État sollicite son intervention dans un conflit. L'ordre souverain de Malte exerce avant tout une souveraineté fonctionnelle qui est bien différente de la souveraineté étatique, d'où sa propension à faire beaucoup plus dans l'humanitaire. Je vous le disais en titre, où en est-on avec cette épidémie de choléra? Malgré les assurances du gouvernement, elle se propage à grands pas. Et pour en savoir davantage, je reçois sur ce plateau Flavien Valondongo. Bonsoir. Bonsoir Cédric Noufélé, bonsoir à tous. Vous êtes journaliste et spécialiste des questions de santé sur Equinox. Quel est le point sur la situation concernant cette épidémie de choléra au Cameroun? Au Cameroun, je ne vous donnerai pas tous les chiffres, mais je voudrais d'abord m'attarder sur le cas de Douala, parce qu'après le nord, la région du centre, où on a enregistré un mort, et il y a quelques heures encore, on parlait de 3 autres cas confirmés de choléra, bien entendu. C'est le littoral qui prend le pas en ce moment, avec le cas d'une jeune dame de 30 ans, qui a été donc détectée positive finalement, et elle est prise en charge en ce moment, et ce sont les membres de sa famille qui sont également cernés par le personnel médical, pour savoir si justement il pourrait avoir d'autres cas dans son quartier. Et elle habite le quartier Ndorbon, c'est à Douala au Cameroun. Et comme vous le savez, c'est donc un cas aujourd'hui qui a été enregistré. Ce n'est pas encore annoncé de manière officielle, mais des sources sûres et de la délégation régionale de la santé pour le littoral le confirment. Donc vous comprenez que d'ici à quelques heures seulement, les autorités sanitaires de la région vont confirmer ce cas de choléra qui a été détecté. Justement, après, vous l'avez dit, le nord, la capitale Yaoundé, c'est un cas qui vient d'être déclaré cas de choléra dans la capitale économique du Cameroun. Quelles sont les mesures prises par les autorités administratives pour contenir cette épidémie? Jusqu'ici, pas de véritables mesures, parce qu'en ce moment, il y a une réunion de crise qui se tient à la délégation régionale de la santé pour le littoral, justement pour prendre des mesures fortes et intéressantes. Et déjà, on a réuni les 9 responsables des districts de santé de la ville de Douala, qui sont donc en ce moment autour du délégué régional de la santé, pour prendre des mesures fortes, c'est-à-dire amener des populations à à respecter les mesures d'hygiène. Ça, il faut déjà le noter. Et en même temps, il faut comprendre que c'est une maladie qui tue gravement lorsqu'on n'est pas tout au moins prise en charge à temps. Et on a déjà noté ce cas qui est donc révélé. Et en même temps, les responsables des districts de santé vont rentrer et prendre des mesures au niveau de leur district de santé, de leurs aires de santé, informer les populations à travers leurs méthodes utilisées très souvent. Donc, à partir de ce moment-là, on comprendra qu'il y a peut-être épidémie ou pas à travers le travail qui va être fait sur le terrain. Et pour sortir, il y a des mesures, des précautions minimales d'hygiène à prendre pour prévenir cette épidémie de choléra, pour éviter d'être parmi ceux qui ont contracté cette maladie. Quelles sont ces précautions minimales? Alors, je voudrais parler un peu comme le ministre de la Santé, André Mamafouda. Ce n'est pas une maladie de la honte, même si on apprend qu'il faut, c'est la maladie de l'eau sale. Il faut boire de l'eau potable, se laver les mains avant et après, avoir fait un tour au petit coin. Donc, ce sont des méthodes qu'il faut, des mesures qu'il faut à tout au moins respecter. Et donc, tout cela permet aujourd'hui à tout le monde de savoir que lorsqu'on pose un acte ou on salue des gens, avant de manger, il faut se laver les mains. Nous avons des fruits et autres qui sont vendus à même le sol pratiquement. C'est déjà quelque chose que nous devons décrier ou en même temps. Donc, mais à partir de là, lorsqu'on veut consommer des fruits, il faut les laver à de l'eau de javel. Ça permet à ce qu'on soit en marge donc de ces difficultés. Merci Flavien Ndongo pour toutes ces précisions. Évoquons à présent cette enquête exclusive concernant ces fréquentations peu orthodoxes des femmes chez des tradis praticiens. Une séance de guérison qui a viré au drame il y a quelques jours à Douala. Une femme a été littéralement calcinée chez l'un de ces vendeurs d'illusions. Sa famille est aujourd'hui bouleversée, mais ce phénomène prend de l'ampleur au Cameroun sous le regard impuissant des autorités administratives. C'est une enquête signée Warren Zede, Séverin Chouban et Donald Brice Kamgan.
Quartier Lorbessou, dans le 5e arrondissement de Douala. Nous sommes non loin du commissariat central numéro 4, lieu dit église céleste. Au domicile de la famille Tambi, des proches arrivent et repartent. L'ambiance est l'autre. Marie-Louise, la mère de lieu, n'est plus. Il faut rentrer au quartier Bépanda, lieu d'ambiance pour comprendre. Mon âme a soif de ta lumière. Mon âme veut suivre ta lumière. Quelque chose vibre en moi quand j'entends ton état. Marie-Louise aurait sollicité les services d'un praticien ici dans la semaine du 2 au 8 juillet dernier. Elle ressortira du domicile du sieur Félix Ngefak, brûlé au 3e degré. Deux versions s'entrechoquent, mais des sources évoquent une séance de prière au cours de laquelle la défunte aurait été entourée de bougies allumées. Le mercredi matin, quand on se réveille le matin, nous allons tous de 10h, 11h comme ça. On a seulement entendu des cris en haut. Quand on quitte maintenant en bas pour monter, quand on comprend les cris, on se dit que c'est les bandits. Maintenant, quand on monte maintenant, pour voir, on arrive là-bas, on trouve que c'est une femme qui est brûlée. Donc, du pied jusqu'à la face. Parce que quand elle marche comme ça, il est frais, c'est vraiment. C'est là où une autre femme venait, on la couvrait comme ça avec les trucs. Avec les pagnes, on la couvrait avec ça, avant que les autres clients la portaient. Maintenant, la personne qui dormait avec lui, le type là, on était en train de bloquer le type là, il était en train de dire que non, il ne connaît pas, il ne connaît pas. Les gens disaient que nous, on va aussi le brûler. C'est là où l'autre monsieur dit maintenant par derrière qu'il faut qu'on appelle d'abord le taxi pour sauver la personne qui est malade là. Il faut qu'on le sauve d'abord, c'est là, on laisse le monsieur là d'abord. C'est quand il monte maintenant, il va prendre le taxi vient le transporter en comme les taxis. Les autres gens disent qu'on part à la garnison, les autres disent qu'ils partent à la Kentini. Ils sont partis. Maintenant, quand je suis rentré là-bas, ils étaient toujours là-bas, sur le monsieur là. Il est entré dedans, ils étaient devant la porte. Les gens sont venus nombreux là-bas? Oui, nombreux là-bas, beaucoup. Et quand la police est maintenant venue, les autres gens sont partis, les autres sont plus restés, que le message ne parle pas. Donc on va aussi le brûler. Il faut que la police fasse comme ça parce qu'ils n'ont même pas vu ce qui s'est passé ici. Qui a appelé la police? Il ne connaît pas, ça doit être les gens du quartier. Parce que parmi certains qui ont appelé la police, on a seulement maintenant vu la police qui était là. Cet expert relève que l'usage des bougies lors des rituels traditionnels de ce type vise à dominer spirituellement le sujet. La bougie a une signification particulière. La bougie rouge, par exemple, a d'une manière générale l'effet d'hypnose, donc une sorte d'aveuglement, une sorte de conditionnement, selon que vous avez l'impression de replonger dans un autre monde qui vous permet maintenant librement soit d'entrer en délire, soit d'entrer dans une phase pathologique où vous vous exprimez peut-être pas très librement. Donc chaque bougie a peut-être son effet. La verte par exemple, c'est une bougie qui vous permet dans une sorte de circuit de vous exprimer, mais en mettant certains garde-fous ou en débridant la pensée, c'est-à-dire que vous vous sentez libre de dire tout ce que vous pensez. Or, la rouge, c'est d'abord un signal du danger, c'est le signal de la mort, c'est en fait l'effet du sang, donc vous êtes dans une situation assez compliquée où bien vous n'êtes plus vous-même, vous replongez dans un autre monde. À notre passage au domicile du praticien à Bépanda, la chambre où se sont déroulés les faits est fermée. Suite à ces brûlures, Marie-Louise sera transportée à l'hôpital pour des soins. Malgré tout l'enthousiasme des spécialistes, Marie-Louise, 46 ans, succombe à ses blessures 4 jours plus tard, laissant derrière elle 4 enfants, dont 2 garçons et 2 filles. C'est ici à la polyclinique de traitement des brûlés au quartier d'Aïdo à Douala que Marie-Louise a rendu l'âme. Le corps médical n'a pas pu la sauver. Le praticien, quant à lui, est gardé à la brigade territoriale d'Aquanor au quartier Bonamoussadi à Douala,
ainsi que 2 personnes soupçonnées d'être complices du décès de Marie-Louise. Les prestidigitateurs, les charlatans, les vendeurs d'illusions, ainsi de suite et autres sont peut-être à éviter parce que quand on est malade, nécessairement, on perd un peu son contrôle, on manque un peu d'objectivité, on est déprimé, on n'a pas le recours nécessaire à faire une ascèse, c'est-à-dire faire ce recul pour dire est-ce qu'il faut s'orienter vers tel ou bien tel autre. Il faudrait seulement distinguer dans l'ensemble que traditionnellement, il y a la médecine moderne, il y a la médecine traditionnelle. Les deux ne sont pas en antagonisme ou bien en opposition. Il y a des mots qui peuvent relever, qui peuvent trouver leur issue au niveau de la médecine peut-être moderne. Là, les prouesses sont scientifiquement établies. Mais il faudrait aussi comprendre que dans une approche de nos yeux, de nos coutumes, il y a quand même ce qui relève de ce qu'on pourrait appeler prosaïquement de la sorcellerie. Prenez simplement un cas pour illustrer peut-être ce point de vue. Un enfant, on dit, bon, il a été mangé par le sorcier. N'attendez pas une thérapie médicale moderne pour qu'on vous ressuscite l'enfant. Mais vous allez voir que dans une approche de la médecine traditionnelle, on ira peut-être dans un coin de la maison creuser un petit trou, estimer que c'est là-bas que l'âme du malade était peut-être enterrée, et puis asperger quelques gouttes d'eau, et vous voyez que l'enfant reprend peut-être ses formes. Donc il y a des choses qui relèvent typiquement de notre médecine traditionnelle. Par contre, il y a d'autres mots qui relèvent de la médecine moderne. Donc il faudrait faire avec ce syncrétisme. Et puis l'idéal serait donc de distinguer ce qui véritablement peut relever de la médecine moderne purement, ou alors à la fois de la médecine moderne et de la médecine traditionnelle. L'enquête ouverte par les forces de sécurité devrait permettre d'y voir plus clair. Mais pour l'instant, la famille se montre très réservée face à la presse. Dans l'escale internationale, le président ivoirien Alassane Ouattara envisage de passer la main à la nouvelle génération d'ici 2020. Il a réitéré, invitant l'un de ses partenaires politiques à le suivre dans cet engagement visant à offrir une Côte d'Ivoire émergente à la nouvelle génération de leaders ivoiriens dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Évocation dans ce reportage. Les spéculations allaient bon train depuis plusieurs mois sur l'éventualité ou non de cette candidature d'Alassane Dramane Ouattara à la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien, qui termine en 2020 son deuxième mandat, avait lui aussi longtemps entretenu le suspense sur cette candidature, d'abord en procédant à une modification de la loi fondamentale et ensuite en déclarant que rien ne l'empêchait de se porter candidat en 2020. La création du parti unifié RHDP, entendait Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, coalition des partis de la majorité présidentielle, a contribué à entretenir le flou, raison pour laquelle le PDCI d'Henri Konan Bédié a refusé jusqu'ici de s'y joindre. Le PDCI RDA est un parti autonome, souverain. Il décidera le moment venu d'examiner ce document en bureau politique et peut-être plus tard en convention ou en congrès. Toujours dans cette escale internationale, la presse africaine et même internationale a un regard différent sur la candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Le chef de l'État à la tête du Cameroun depuis une trentaine d'années suscite une vague de critiques au moment où l'insécurité prend de l'ampleur dans certaines régions du pays. On voit tout cela dans ce reportage que signe Gladys Sidié. L'Express du Faso, un quotidien burkinabé, a titré à sa une du lundi 16 juillet « Paul Biya n'a pas pitié de son pays, le Cameroun ». Âgé de 85 ans, il en a passé 36 au pouvoir, soit 6 mandats. Malgré le poids de l'âge, il veut briguer un 7e mandat. Autant le dire, il n'a pas pitié de son pays, le Cameroun, selon ce journal du Burkina Faso. La presse en ligne s'en est aussi mêlée. Selon le journal russe Sputnik, toutes les conditions sont réunies pour une déflagration dramatique au Cameroun.
Ce média en ligne a relayé les propos du politologue Achille Bembe, pour qui le 7e mandat que brigue le président camerounais Paul Biya n'augure rien de bon. Dans le contexte national que régional, font craindre une déflagration dramatique sous le regard passif de la France. Zimbabwe Today le présente comme un dictateur âgé de 85 ans. Il vit en Suisse selon ce journal et visite quelquefois le Cameroun au courant de l'année. Il tient les conseils de ministres chaque 3 ans. Presqu'Côte d'Ivoire.ci, un média ivoirien en ligne, s'est focalisé sur l'annonce de la candidature du chef de l'État via le réseau social Twitter, en mentionnant aussi quelques candidats ayant déclaré leur candidature, à l'instar de Joshua Ossi et Maurice Kamto. 279 caractères pour rompre le silence sur une candidature qui était pour nombre d'observateurs plus qu'évidente. 1 heure à peine après cette annonce, 194 retweets ont été enregistrés sur ce compte qui totalise 328 000 abonnés selon RFI.fr. Et BBC News de mentionner que Paul Biya est l'un des leaders africains qui a passé le plus de temps à la tête de son pays. Sous son règne, le Cameroun a vécu une crise économique et est passé d'un État à parti unique au multipartisme. La présidence Biya selon BBC est également marquée par une corruption endémique dénoncée par plusieurs ONG. Selon BBC, le Cameroun traverse actuellement une période de conflit déclenchée par des appels à l'indépendance des régions anglophones qui se disent discriminées. Il est évident que le débat s'est aussitôt enflammé tant sur le plan national qu'international depuis l'annonce de la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Les uns et les autres s'en donnent à cœur joie pour juger de son opportunité ou non. Un public reportage dans ce journal. Je vous invite à la découverte de ce groupe scolaire bilingue où les enfants ont eu droit à une série d'activités ludiques lors de leur départ en congé. Reportage. Nous sommes au groupe scolaire bilingue maternelle et primaire Neusiden. Sous le regard admiratif des parents, les apprenants se livrent à une série d'activités ludiques et pédagogiques marquant la fin de l'année académique 2017-2018. Sketch, danse, récitation et autres démonstrations de facultés intellectuelles et socioculturelles, groupe scolaire bilingue maternelle et primaire Neusiden présente une 4e promotion crèche, maternelle et primaire, parfaitement bilingue et totalement épanouie, avec un résultat de 100% au Common Entrance et au certificat d'études primaires. Les parents ne manquent pas d'afficher leur satisfaction. Chaque année, les parents partent de Neusiden avec le sourire et toujours satisfaits de ce que les enfants produisent. Créé en 2014, le groupe scolaire bilingue maternelle et primaire Neusiden met à votre disposition des crèches ultramodernes, des salles de classe équipées de tables et casiers individualisés pour maternelle et primaire, avec un effectif limité à 20 élèves par salle de classe, des bibliothèques fournies, une salle multimédia, des espaces pour jeux et des bus pour le transport des enfants. Avec un enseignement à 80% en anglais et en français, dans les 2 sections anglophones et francophones, le groupe scolaire bilingue maternelle et primaire Neusiden applique les méthodes pédagogiques canadiennes axées sur le développement de l'éveil et de la créativité des enfants. Et ça marche! Les méthodes pédagogiques sont différentes. Ce que moi j'ai pu expérimenter ailleurs. Aujourd'hui, mes enfants sont bilingues. Ils s'expriment bien en français et en anglais. Ils ont l'esprit créatif et ils sont très dégagés. Donc je ne peux qu'encourager les parents à inscrire les enfants à l'école Neusiden. Je prendrai l'exemple sur ma fille qui n'arrivait pas à s'exprimer. Mais aujourd'hui, j'ai un très bon résultat. Envoyez vos bouts de chou et vous ne serez pas déçus, quoi. Au groupe scolaire bilingue maternelle et primaire Neusiden, le développement de la personnalité de l'enfant est une priorité et l'école lance dès l'année prochaine un nouveau concept appelé Voyage Découverte. Notre premier voyage sera fait dans notre pays partenaire, le Canada, et ça se fera à partir du mois de juin. Et ça, c'est un plus qui permettra aux enfants de pouvoir continuer à définir leur personnalité. L'éducation est la
Nous devons éviter la corruption. Merci. Situé à Douala, au carrefour pyramidal Okpom, Nuciden vous offre un cadre de rêve pour l'épanouissement et le développement de vos enfants et ceux dès l'âge de 4 mois. Le groupe scolaire bilingue maternel et primaire Nuciden, le désir d'apprendre, un chemin vers l'avenir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, retrouvez Serge Allan Autou et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Allan, vous avez l'antenne. Voilà, merci Cédric. Déjà 9 dossiers déposés à Elecam, ce qui porte à 8 le nombre d'adversaires de Paul Biya pour la prochaine présidentielle. On a 48 heures de la fermeture du dépôt des dossiers. Nous allons évoquer tout ça avec nos experts en plateau. Également cette candidature de Paul Biya, telle que vue par la presse internationale. Cédric, merci à vous et on en parle tout de suite après ceci.